Donc, je suis Guillaume Ploin, je travaille chez Octo Technologies, je suis en charge de la pratique cloud computing chez Octo Technologies. Alors, un trait de ma personnalité, c'est que je n'ai pas de disque dur chez moi, toutes mes données sont sur le cloud. Mes feuilles de paye, mes documents, mes photos, etc., tout est sur le cloud, je n'ai pas d'ordinateur personnel. Voilà, donc je suis un petit peu un extrémiste du cloud, et je vais vous parler du cloud et de la DSI, de voir un petit peu comment le cloud peut influencer la DSI, sans tomber dans l'extrémisme. Je vais essayer de vous parler de choses assez réalistes et assez concrètes. Donc la présentation s'appelle le cloud computing, un catalyseur pour transformer votre DSI. Alors, premier slide. Je voulais insister sur une chose, c'est que souvent, le cloud computing, on en a une vision un petit peu simple, simpliste, simplifiée. On a tendance à considérer que le cloud, c'est une plateforme industrielle. Effectivement, ce sont des plateformes gigantesques. On pense à Google avec ses millions de serveurs, à Amazon avec ses dizaines de milliers de serveurs. Donc on a des plateformes industrielles avec les bénéfices de l'industrialisation. C'est que, en général, ce qui est fait de manière industrielle, ça marche mieux que ce qui est fait de manière artisanale. Et puis par ailleurs, il y a une réduction des coûts, par effet d'échelle. Dès lors qu'il y a effet d'échelle, il y a souvent réduction des coûts. Donc le cloud, c'est intéressant parce que c'est assez fiable. Et puis, ça coûte pas cher. L'exemple connu, c'est celui de Google Apps. Pour 40 € par personne et par an, vous avez une messagerie, des outils collaboratifs. La contrepartie de ça, qu'on évoque toujours, c'est le risque sur la confidentialité des données. Effectivement, si vous confiez vos données à un opérateur américain comme Google, vous pouvez avoir des doutes. Il peut y avoir des problématiques juridiques, parce que vous êtes sur une juridiction européenne et Google est aux États-Unis. Donc tout ça est un peu compliqué. Et mon idée aujourd'hui, c'est de ne pas rentrer dans ce débat-là, mais d'essayer de dépasser ce débat-là et de voir qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le cloud et qu'est-ce qu'on peut en retirer d'intéressant. Alors, je vais d'abord dire une chose, c'est que le cloud public, donc ce qu'on appelle le cloud public, c'est les clouds de Google, d'Amazon et autres, c'est une alternative, mais il y en a d'autres. Il y a des clouds privés, donc les clouds qu'on construit en interne dans l'entreprise, et puis il y a des clouds de différents types, semi-privés, où par exemple des gens se mettent ensemble pour faire un cloud, une sorte de GIE, des choses comme ça. Donc il y a différents modèles de cloud, et je ne vais pas vraiment beaucoup parler du cloud public aujourd'hui. Je vais plutôt parler de ce que font les gens du cloud public, et en quoi ça pourrait être un modèle pour l'entreprise. Quelles sont les bonnes pratiques du cloud public, et en quoi elles peuvent être intéressantes. Alors on va avoir un certain nombre de pratiques qu'on appelle le self-service, le pay-as-you-go, etc., qui sont, à mon sens, tout à fait intéressantes pour les DSI, pour faire évoluer leur plateforme et leur modèle de gestion de la DSI. Alors je vais les énoncer une par une, et ensuite on verra un petit peu comment les appliquer au sein de la DSI. La première pratique dont il est question, c'est le self-service. Alors qu'est-ce que c'est que le self-service? C'est comme les Vélib, vous pouvez demander l'allocation de ressources, et puis cette ressource va vous être mise dans quelques minutes. Alors le meilleur exemple de ça, c'est la plateforme Amazon, qui s'appelle Amazon Web Services, où vous faites une demande sur une interface web. Vous dites, j'aimerais mettre en place, par exemple, une plateforme WordPress, parce que j'ai envie de faire un blog. Eh bien, en quelques minutes, vous activez la plateforme WordPress, elle est disponible et vous pouvez bloguer. Donc vous avez une grande agilité, une grande rapidité, une grande facilité à mettre en place des choses. Et ça peut être tout à fait intéressant, on le verra tout à l'heure, pour la DSI. Une deuxième pratique qui est très intéressante, c'est le pay-as-you-go. Alors le pay-as-you-go, c'est un terme qu'on emploie chez Octo, où on pourrait dire aussi le paiement à la demande, enfin il y a différentes terminologies. Globalement, il s'agit d'un modèle de facturation qui suit une consommation réelle, c'est-à-dire que chez les grands du web, chez les Google, les Amazon, les Microsoft, vous payez en fonction du nombre de cycles CPU, de l'espace disque, de la bande passante que vous utilisez, de manière absolument précise. Et puis l'autre chose, c'est qu'il n'y a pas de coût initial, il n'y a pas d'OPEX, donc il n'y a pas d'achat initial, vous ne payez que le coût de fonctionnement. J'ai dit une bêtise, il n'y a pas de CAPEX, vous ne payez que l'OPEX. Donc le coût est complètement proportionnel à l'usage et complètement proportionnel au business. Alors on peut dire qu'il y a deux sous-modèles, il y a le modèle qui est plutôt des applications clés en main qu'on appelle SaaS, où là en général les gens payent par personne et par mois. Et puis il y a le modèle que j'évoquais juste avant, où on paye par cycle processeur, par disque dur, et par consommation réseau. Alors un exemple concret, toujours chez Amazon, j'ai des machines virtuelles qui tournent chez Amazon. Il se trouve que pendant un mois, je les arrête, mais du coup, je ne paye rien. Donc tout est fait vraiment en fonction de la consommation réelle. Donc ici, le mois dernier, je n'ai rien payé à Amazon. Une troisième pratique qui est très intéressante dans les grands acteurs du cloud, c'est ce qu'on appelle You build it, you run it. Alors c'est une expression qui vient du PDG d'Amazon. Je parlerai un peu plus de Google et des autres tout à l'heure, hein, je ne parle pas que d'Amazon aujourd'hui. Alors l'idée, c'est qu'on a mis en place une plateforme qui est robuste, qui est fiable,
une plateforme qui est, entre guillemets, tourne un peu toute seule. Il y a des administrateurs derrière, mais bon, on a une certaine abstraction sur ces administrateurs. Et comme il y a cette plateforme qui tourne, entre guillemets, un peu toute seule, eh bien, les développeurs peuvent mettre en ligne eux-mêmes leurs applications. Ils peuvent prévoir le déploiement, le monitoring. Enfin, ils sont impliqués dans la production de leurs applications. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que, quelque part, les développeurs sont un peu plus impliqués dans le cycle de vie de l'application. Ils ne sont pas juste là pour faire du code et dire après, c'est plus mon affaire. Les développeurs sont donc impliqués dans les pratiques d'exploitation grâce à une plateforme qui permet de faire ça. C'est-à-dire que la plateforme offre ces fonctions d'automatisation qui permet à des simples développeurs de faire cela. Alors un exemple concret, c'est Google App Engine, la plateforme de Google, où les développeurs peuvent eux-mêmes déployer leur code, et finalement ensuite, ils ne peuvent par eux-mêmes en gérer l'exploitation. Il n'y a pas vraiment besoin de gens d'administration par ailleurs. La plateforme et les développeurs suffisent pour faire l'exploitation. Un autre point qui, à mon sens, est très très important, c'est ce qu'on appelle les écosystèmes ouverts. Alors c'est une expression qui est un peu excessive, mais enfin bon, l'écosystème... Enfin, toujours est-il que ce sont des plateformes où il y a des API qui sont complètement ouvertes, qu'on peut prendre en main assez simplement, n'importe qui peut les utiliser. Elles sont documentées sur le web et vous pouvez en faire pratiquement ce que vous voulez. Alors l'exemple le plus connu, c'est Google Maps, c'est un des plus utilisés aujourd'hui. Donc c'est un fond de carte que n'importe qui peut utiliser dans son site web. Et la photo qu'on a à l'écran, c'est une plateforme qui s'appelle Housing Maps, où un développeur, s'est amusé à positionner des petites annonces sur le fond de carte de Google. Donc ce développeur s'est dit, ah bah tiens, les petites annonces, ce serait plus sympa de les voir sur un fond de carte, je vais le faire. Il se trouve que Google m'offre la possibilité de le faire, c'est gratuit, jusqu'à un certain niveau, après ça devient payant, et ça me donne la possibilité d'être créatif, ça me donne la possibilité d'innover par moi-même. Et ça, c'est une idée qui est vraiment intéressante. Les acteurs du cloud, ils disent, on va laisser les autres innover. Il y a une certaine humilité là-dedans. Il y a se dire que finalement, on n'est pas les seuls à être créatifs. On peut finalement ouvrir les vannes pour que les autres soient créatifs. Alors il y a beaucoup d'exemples d'écosystèmes dans ce genre-là. Il y a celui de Google Maps qu'on voit là, mais il y a, on pourrait penser à l'App Store d'Apple ou à l'écosystème de NetVibes. C'est donc des écosystèmes qui peuvent être très créateurs de valeur si on laisse les gens innover par eux-mêmes. Une chose qui est aussi très intéressante et qui vient des acteurs du web, c'est ce qu'on appelle la bêta perpétuelle. Alors la bêta perpétuelle, eh bien, on peut tout simplement l'illustrer par ce genre d'image. Vous savez que sur Gmail, il y a eu pendant longtemps marqué bêta en bas à droite. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il n'y a pas vraiment de release logiciel, il n'y a pas cette idée que tous les ans on sort une nouvelle version du logiciel. Il n'y a pas cette idée qu'on se donne un calendrier assez clair de telle date, il faudra sortir par exemple un logiciel comme Windows Vista. Et puis il se trouve que bon, ce logiciel Windows Vista, il n'a pas vraiment plu aux utilisateurs parce qu'il n'était pas exactement comme ils le souhaitaient. Et on aurait peut-être dû oublier un peu le calendrier et finalement sortir des fonctionnalités au fil de l'eau. Alors c'est ce que font les grands du web. Ils sortent sans arrêt des petites fonctionnalités. Et si vous allez sur le blog de Google Apps, vous voyez que pratiquement 2 ou 3 fois par semaine, il y a des petites nouveautés qui arrivent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas longtemps, on pouvait envoyer des documents PDF et puis Google faisait de l'OCR, c'est-à-dire faisait de la reconnaissance de caractères dessus. Ça, c'était la semaine dernière. Cette semaine, on a appris qu'on pouvait faire de la prévisualisation sur des documents Word ou PowerPoint, des choses comme ça. Donc, c'est toutes sortes de petites choses qui arrivent au fil de l'eau. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas cette pression, il n'y a pas cette, je dirais même un petit peu le côté tyrannique des releases. Vous n'êtes pas complètement bloqué par les releases. Alors le côté peut-être un peu négatif, c'est que vous n'avez pas non plus de roadmap très précise. Google n'a pas une roadmap très précise. Mais les choses arrivent progressivement. Et l'autre chose qui est très intéressante, c'est que on regarde ce que font les utilisateurs. Comme on exploite soi-même son logiciel, eh bien on peut en suivre l'usage. Et donc ce que font les gens de Google, d'Amazon et autres, c'est qu'ils font ce qu'on appelle du A/B testing. Ça veut dire qu'ils vont déployer une fonctionnalité sur une certaine population, une autre sur une autre, et puis ils vont voir un peu comment les gens réagissent. Et puis si les gens réagissent bien, ils gardent la fonctionnalité. Si les gens réagissent mal, ils l'enlèvent. C'est-à-dire qu'ils font du test en temps réel de leur fonctionnalité sur leurs utilisateurs. Alors ça se concrétise aussi par le petit truc qui s'appelle Labs dans Google Mail, où on peut choisir ou non d'activer certaines fonctions dont on n'a pas la garantie qu'elles perdureront. Donc ça, c'est une approche qui est assez agile, puisque finalement, on collabore avec les utilisateurs d'une certaine manière pour choisir les fonctionnalités qu'on va conserver ou non dans le logiciel final. D'ailleurs, il n'y a pas de logiciel final, puisqu'il évolue sans arrêt. Une chose aussi qui me paraît tout à fait intéressante, c'est le cloud, ça peut être une plateforme lab. Pourquoi? Parce que c'est une infrastructure qui est assez élastique. Alors c'est basé sur des technologies de virtualisation, je n'entrerai pas dans le détail,
C'est assez élastique, et alors on peut commencer par faire un petit développement, le mettre en ligne, et puis si ce lab finalement s'avère être quelque chose d'intéressant, ben, ça peut scaler, ça peut devenir quelque chose de très sérieux. Alors j'ai mis un exemple ici, qui est un site de petites rencontres anglais. C'est des gens qui ont fait un site de petites rencontres qu'ils ont mis sur Amazon, et puis ça a pris, ça a scalé, et aujourd'hui ils ont 20 millions d'utilisateurs. Donc ça, c'est du pain béni pour les startups. Vous avez une plateforme qui vous permet de commencer petit. À la limite, vous pouvez même dire que ça va être un échec. C'est pas très grave, puisque ça vous coûte quasiment rien. Vous pouvez commencer dans votre garage, vous pouvez être un simple quidam qui fait une petite application dans son garage, et puis si ça marche, bah, ça scalera. Et donc vous aurez la possibilité de gérer des millions d'utilisateurs et devenir, par exemple, Facebook, pour donner un exemple au hasard. Donc ça, c'est une façon d'envisager la montée en puissance des applications qui est tout à fait intéressante. Alors, vous allez peut-être me dire ça, vous allez peut-être me dire, oui, effectivement, Guillaume, tu es un enthousiaste du cloud, tu mets toutes tes affaires dans le cloud, tu trouves que c'est quelque chose de génial, mais est-ce que dans ma DSI, on peut reproduire les mêmes pratiques? Est-ce que c'est pas un peu dangereux, parce qu'on parle parfois de cloud public et donc de données externalisées? Est-ce que le fait de laisser les développeurs déployer par eux-mêmes, est-ce que c'est pas un peu fou, quand même, comme approche? Est-ce qu'on n'a pas peut-être des contraintes de gouvernance dans la DSI qui empêcheraient de faire ce genre de choses? Alors, je vais essayer de répondre un petit peu à ces questions. Alors tout d'abord, je vais revenir sur le self-service. Alors le self-service dans la DSI, c'est quoi? Eh bien, ça pourrait être de laisser les développeurs accéder rapidement à des ressources pour supprimer les délais. Une chose qui est assez classique dans les projets sur lesquels j'ai pu travailler, c'est que lorsque vous êtes en train de développer un produit ou d'anticiper une mise en production, il faut commander des machines auprès des équipes de production, et puis il faut l'achat des machines, ensuite il faut la configuration des machines, il faut respecter tous les standards, et parfois ça prend 3, voire 4, voire 6 semaines, donc ça peut prendre pas mal de temps, et de fait on a une perte de temps projet qui peut être tout à fait embêtante. Et alors ce qu'on peut envisager de faire dans une DSI éventuellement, bah, c'est de fluidifier le travail des développeurs en mettant un peu plus de confiance, en disant aux développeurs, bah, finalement vous êtes grand, vous êtes autonome, donc on va vous mettre en place une plateforme qui va probablement se baser sur de la virtualisation, sur laquelle vous pourrez activer des machines virtuelles, sur laquelle vous pourrez déployer vos applications. Alors ça peut prendre un petit peu la forme qu'a, j'ai donné comme exemple le manager OVH, qui est une infrastructure que vous connaissez sans doute, hein, c'est un hébergeur français, où on peut assez simplement activer des bases de données, activer des serveurs d'application, des choses comme ça. Ça, on peut le faire dans l'entreprise aujourd'hui avec des technologies comme VMware ou comme la technologie Hyper-V de Microsoft ou comme d'autres technologies. Donc on peut commencer à mettre en place ces choses-là. Alors vous allez me dire, dans la DSI, ça va poser un problème. Ça va poser le problème suivant, et d'ailleurs ça a été vécu dans pas mal de DSI. Si vous laissez les développeurs créer des VM dans tous les sens, ils vont en créer beaucoup, et ça va s'additionner, et au bout d'un moment, l'infrastructure de machines virtuelles, elle va commencer à coûter très cher. Et ça, j'ai plusieurs clients qui m'ont raconté ça, et finalement, le problème quand on a une plateforme trop ouverte, c'est qu'on en abuse. On fait tourner des tas d'applications, éventuellement il y a même des vieilles applications qui ne servent plus à grand chose, mais qu'on laisse tourner au cas où. Alors, comment résoudre ce problème-là? À mon avis, on peut le résoudre un petit peu par le pay-as-you-go. Alors, le pay-as-you-go, c'est de dire, comme on fait payer aux métiers, aux développeurs, enfin aux équipes concernées, leur consommation énergétique informatique, leur consommation d'énergie informatique, eh bien, ils vont avoir peut-être plus tendance à ne pas la gaspiller. Donc le pay-as-you-go, c'est ça, c'est quelque chose qui va être assez bénéfique pour réguler les choses. Donc on va allouer juste les ressources nécessaires aux équipes, parce qu'on va les sensibiliser, ces équipes, on va leur dire ça vous coûte. Et en général, quand ça coûte, les gens font un peu plus attention. Alors le pay-as-you-go, c'est aussi quelque chose d'intéressant dans le cadre de démarches de type ITIL, où finalement, on devrait, en principe, dans des démarches comme ITIL, avoir un contrat de service avec les utilisateurs, et donc leur dire, on vous fournit de l'énergie informatique, des machines, mais de l'énergie informatique par rapport à des besoins concrets. Or aujourd'hui, trop souvent, ce qui se passe, c'est que quand on déploie une nouvelle application web, on met de manière assez standard un serveur de base de données, un serveur d'application, un serveur web, donc 3 machines, et finalement on ne se soucie pas forcément de savoir si ces 3 machines sont utilisées à plein ou à 10% de leur capacité. Faire du pay-as-you-go, ça veut dire mesurer la vraie consommation des machines et mesurer le vrai coût que ça veut dire, le vrai coût impacté derrière. Et donc ça veut dire qu'on va un peu plus rationaliser les choses, qu'on va un peu plus être transparent vis-à-vis des métiers et qu'on va un peu plus aussi, les métiers, leur faire comprendre exactement pourquoi ça leur coûte ça, l'énergie informatique. Donc ça paraît être quelque chose quand même qui est assez louable, qui est assez vertueux quelque part, et qui à mon sens pourrait être tout à fait intéressant dans les DSI.
Alors il y a une piste là-dessus, il y a VMware est en train de travailler sur un gros projet qui s'appelle Redwood, qui est une plateforme de cloud computing interne. Enfin, ils appellent ça, vous savez, tout le monde parle de cloud maintenant, hein, tout le monde a du cloud interne, donc chez VMware ça s'appelle Redwood. Et alors dans les choses qu'ils proposent, eh ben, il y a quelque chose qui s'appelle vCenter Chargeback, qui est une solution pour faire du pay-as-you-go. Et ils sont en train de travailler aussi sur une solution de self-service. Donc ce dont je vous parle maintenant, il commence à y avoir des technologies disponibles sur le marché pour le mettre en place. You build it, you run it dans la DSI, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien ça signifie qu'on va laisser les développeurs mettre en prod, ce qui peut faire peur un petit peu, mais ça a quand même un effet bénéfique, c'est que quelque part on va casser une sorte de mur de Berlin qu'il peut y avoir entre les équipes des études et les équipes de la prod. Alors ça c'est quelque chose qui est un petit peu malheureux dans les entreprises, mais souvent il y a un petit peu des tiraillements entre ces deux mondes-là. Par exemple les équipes des études, elles développent et puis elles ne se soucient pas forcément des problématiques d'exploitation. Et alors ce qui fait que les gens de la prod sont très énervés après parce qu'on leur livre un truc qui n'est pas exploitable, on leur livre un truc qui n'est pas conforme aux standards. Et donc il y a un manque de communication qui est assez patent souvent entre les équipes des études et les équipes de la prod. Alors nous chez Octo, on pense qu'on devrait faire plus parler ces gens-là et éventuellement même essayer de les fusionner un petit peu. Et donc essayer de réduire cette frontière entre le build et le run. Donc les plateformes de type cloud ont cet intérêt qu'elles permettent d'activer ce concept où finalement on a un peu moins de séparation entre le build et le run, où les gens des études vont être un peu plus impliqués dans le run. Et peut-être que les gens de l'exploitation, eh bien, ils vont fournir une plateforme standard extrêmement solide, extrêmement robuste, et puis pas forcément rentrer dans des détails techniques. Ils vont utiliser des standards, proposer des standards que pourront utiliser les gens des études. Donc là, on a peut-être une perspective intéressante peut-être de réorganisation de la DSI autour de nouveaux concepts, et puis de casser un peu les murs qu'il peut y avoir dans la DSI. Les écosystèmes ouverts dans la DSI, qu'est-ce que ça voudrait dire? Alors là, j'ai quelques exemples en tête. Je connais des grandes entreprises où, par exemple, il y a l'annuaire d'entreprise. Pour pouvoir faire une nouvelle application qui se sert de cet annuaire d'entreprise, il faut demander la permission à l'équipe de l'annuaire. C'est-à-dire qu'il y a tout un workflow de validation, ça peut prendre des semaines et des semaines, parce que les gens qui gèrent l'annuaire d'entreprise, c'est un petit peu leur territoire gardé en quelque sorte, c'est un petit peu leur escarcelle, et puis aussi pour de bonnes raisons, parce qu'ils veulent en assurer la capacité à monter en charge, ils ne laissent pas trop les gens y accéder. Alors ce qui me semble qui pourrait être intéressant, c'est de laisser un peu plus les développeurs qui développent de nouvelles applications utiliser l'annuaire d'entreprise, en particulier parce que ça évitera qu'ils créent un deuxième annuaire d'entreprise à côté, ce qui est souvent un petit peu dommage. Et donc il faudrait mettre en place, à mon sens, des choses comme fait Google, à savoir que vous, au travers d'une interface web, vous laissez les gens s'inscrire, demander une clé. À partir de cette clé, vous allez pouvoir accéder à l'annuaire d'entreprise, et puis grâce à cette clé, on va suivre ce que vous en faites, et éventuellement, on va pouvoir décider que vous utilisez trop l'annuaire d'entreprise, vous faites trop de requêtes dessus, et à ce moment-là, on va soit vous faire payer, soit arrêter un petit peu, limiter un peu vos requêtes. Donc reprendre un petit peu l'exemple de Google Maps dans l'entreprise, ça me paraît intéressant. Alors j'ai cité l'exemple de l'annuaire, mais on peut aussi citer l'exemple d'espaces collaboratifs, laisser les gens créer des wikis, créer des blogs, créer des espaces de collaboration de manière assez darwinienne. En particulier pour les équipes de développement, c'est tout à fait précieux de créer des wikis pour partager des pratiques, pour partager des plans d'avancement sur des projets. Donc il y a pas mal de cas d'usage finalement dans la DSI où on pourrait laisser les systèmes un peu on-demand avec un peu de régulation en faisant du suivi, parce qu'on ne va pas faire n'importe quoi non plus. Donc je parlais tout à l'heure de clés d'identification pour savoir qui fait quoi, mais laisser un peu plus de liberté aux gens. La bêta perpétuelle dans la DSI, qu'est-ce que ça pourrait être? Finalement, ça rejoint un petit peu l'agilité. Hein. Les pratiques agiles dont on a beaucoup parlé ce matin et hier. Arrêter de faire des expressions de besoin littéraires pendant 3 mois avant de commencer à développer. Essayer d'éviter les effets tunnels. Déployer, tester, itérer. Faire ce que font les grands du web avec le A/B testing. Ça paraît être une chose tout à fait intéressante. Faire travailler des petites équipes autonomes. Donc, globalement, le message, hein, c'est essayer de tuer l'effet tunnel et puis de travailler de manière itérative. Alors le cloud comme lab dans la DSI, ça c'est quelque chose qui moi me tient beaucoup à cœur. Alors là je vais peut-être revenir un peu sur le cloud public. Une des choses sur lesquelles j'essaye de beaucoup orienter mes clients aujourd'hui, c'est de dire que quand vous avez besoin de faire un petit lab, une petite expérimentation, vous voulez faire un petit test sur une application, vous ne savez pas du tout si ça va perdurer, ce sera peut-être qu'une petite application qui mourra au bout de 2 mois, et bien le cloud est tout à fait précieux parce que vous pouvez très simplement mettre en production une petite application chez Amazon, chez Google, et puis vous pouvez, comme je l'ai écrit là, monter l'application,
la démonter. Si elle est démontrée, vous la gardez. Si elle n'est pas démontrée, vous la démontez. Globalement, ça veut dire que ça ne coûte quasiment rien. Vous pouvez faire votre lab, le faire tourner 2-3 mois, et puis après, si ça n'a pas marché, on arrête tout. Donc ça permet de faire des choses de manière très agile, ça permet de mettre en place ce qu'on appelle les pratiques de fail fast, c'est-à-dire qu'on expérimente beaucoup, et puis on sait que de toute façon, dans toutes les démarches d'innovation, il y a beaucoup de pertes, et finalement le cloud est intéressant parce que ces pertes-là ne sont pas très coûteuses en fait. Alors le cloud public est très précieux pour faire ça, mais le cloud privé peut servir aussi à la même chose, puisqu'on va retrouver un petit peu les mêmes pratiques si on a réussi au sein de l'entreprise à mettre en place le self-service et le pay-as-you-go. Alors j'ai mis un dessin qui est un petit peu la vision octo de l'innovation. Il nous semble qu'il faut avoir dans le système d'information d'entreprise une zone innovation qui est décorrélée des règles de rationalisation de l'entreprise, parce que les innovateurs ils ont besoin d'un petit peu de liberté, ils ont besoin d'un petit peu de rapidité. Et puis l'innovation, quand les projets durent 1 an, c'est plus une innovation, parce que quand on a perdu trop de temps, en général la concurrence vous a dépassé. Donc le cloud est un bon exemple, enfin une bonne piste pour faire des pratiques innovantes dans la DSI à mon sens. Voilà, donc j'en arrive à la fin de mes 20 minutes. Je voulais conclure sur que garder de cet exposé, qu'est-ce qu'il y a à emporter. À mon avis, il y a les plateformes cloud qui sont des architectures d'un nouveau genre. Alors, je n'ai pas été très précis, mais il y a beaucoup de virtualisation là-dedans, il y a beaucoup d'automatisation. Par exemple, chez Google, si une machine s'écroule, c'est pas grave. On attend que beaucoup de machines s'écroulent avant de remplacer tout un container. On a une philosophie de la gestion informatique qui est assez différente. En fait, une panne est quelque chose de considéré comme normal. Il y a beaucoup d'automatisation sur le monitoring, il y a beaucoup d'automatisation sur le fait que si une machine s'écroule, on va reporter le service automatiquement vers une autre machine. Donc là, il y a des choses tout à fait intéressantes en termes de montée en maturité de la DSI. Pour moi, c'est des architectures un petit peu de nouvelle génération qui sont tout à fait intéressantes et à expérimenter. À expérimenter soit sur le cloud public, juste pour regarder, ou alors à expérimenter un peu plus longuement à l'intérieur avec des outils de cloud privés comme celui de VMware que j'ai évoqué tout à l'heure. Et puis il y a cette autre chose sur laquelle j'ai beaucoup plus insisté pendant ma présentation, qui est la culture du cloud. Eh bien, la culture du cloud, c'est des bonnes idées pour aller vers des évolutions de gouvernance, peut-être relâcher un peu le contrôle, peut-être donner plus d'ouverture, laisser un petit peu les développeurs innover, donner de l'autonomie, donner de la confiance aux gens, faire le pari de la confiance. C'est des choses qui peuvent être tout à fait intéressantes pour faire évoluer les mœurs ou les habitudes dans la DSI. Et à mon avis, c'est des choses qui sont à expérimenter, indépendamment de toute plateforme cloud ou pas plateforme cloud. Ce sont donc des pistes qui nous viennent de ces gens-là et qui peuvent aboutir à des changements organisationnels tout à fait précieux dans la DSI. Voilà, j'ai terminé, je n'ai pas le chrono, alors je ne sais pas si je suis dans les temps, mais j'ai terminé.